Il y a 40 ans, quand je parlais de gastronomie québécoise, on se foutait de ma gueule. Est-ce que c'est toi qui es responsable, par exemple, s'il y a un plat qui sort et qui est pas bon? C'est le chef? C'est toujours le chef. Il y a peut-être 15 ou 20 ans à peu près, j'avais été dans un gala, on m'avait remis un prix de gastronomie française. Je pense que vous vous trompez, là. J'ai refusé le prix. Le jour où vous aurez une catégorie de gastronomie québécoise, vous me rappellerez, ça va me faire plaisir. Un restaurant haut de gamme comme moi, là, quand on fait 2-3 % de profit par année, c'est comme énorme. Ce que j'aime de ce métier-là, moi, avant tout, c'est d'être un artiste du goût. Tu construis une saveur et que quand tu mets dans ta bouche, ça fait ah! Bonjour à tous et bienvenue sur Maker. Aujourd'hui, épisode exceptionnel. On va plonger au cœur du monde de la cuisine et de la gastronomie québécoise. Notre invité, c'est le chef Daniel Vézina. Daniel, c'est l'un des chefs les plus connus au Québec. Il est le propriétaire du restaurant Le Laurie Raphaël, qui vient tout juste d'obtenir sa première étoile Michelin. Donc on a des questions à ce niveau-là. À quel point c'est difficile d'obtenir une étoile? Comment ça marche? C'est quoi les critères? Daniel, c'est aussi un chef de terrain. Il aime cuisiner avec des produits locaux, des produits du terroir. Il fait tout pour éviter au maximum le gaspillage dans le domaine de la restauration. C'est aussi un chef entrepreneur. La plupart des gens vont le connaître pour les différents restaurants. Il a aussi écrit des livres de recettes. Il a aussi participé à plusieurs émissions télé, comme par exemple Les Chefs pendant plusieurs années. Donc honnêtement, c'est un véritable passionné du monde de la cuisine. C'est une vraie chance de l'avoir sur ce podcast. Il va venir partager un petit peu sa vision de la gastronomie. On a beaucoup de questions à lui poser. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti tout de suite avec le chef Daniel Vézina sur Maker. Bonjour, mon nom est Daniel Vézina et je viens vous parler aujourd'hui de gastronomie québécoise sur Maker. Daniel, bienvenue, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien, plein de projets encore, donc c'est fantastique. Tu es quelqu'un de très connu au Québec, tu as fait plein de projets, tu es chef, tu es entrepreneur, tu as créé des restaurants. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent, il y a peut-être encore quelques personnes au Québec qui ne te connaissent pas, peut-être. Si jamais tu te devais te décrire aujourd'hui à quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu, c'est qui Daniel Vézina? Ben écoute, je pense qu'avant tout, c'est un père de famille aussi, hein, avec deux grands-enfants, Laurie et Raphaël, qui portent d'ailleurs le nom de notre restaurant à Québec. Ouais. Mmh. Et c'est ça, donc je suis un gars assez sportif, qui bouge beaucoup, mais surtout un grand passionné de cuisine. Donc ça prend quand même beaucoup de mon temps là, dans une semaine. Je suis toujours en train de cuisiner, que ce soit déjeuner, dîner, souper, en plus de tous les contrats de consultation, le restaurant, tout ça. Donc, je suis toujours en train de cuisiner. On va revenir un peu sur ton parcours. Donc, tu es né en 1961. Tu as commencé la cuisine. C'est loin, ça? Ça commence à faire un petit peu. Tu as commencé la cuisine quand même très jeune, 14, 15 ans. J'aimerais revenir un petit peu à cette époque, puis voir un peu l'évolution que tu as eue tout au long de ta carrière. On ne pourra pas tout couvrir, mais on va essayer d'en couvrir pas mal. Moi, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu as, par exemple, une odeur ou un goût qui t'a donné envie de la cuisine? Est-ce que tu as un truc qui te rappelle un petit peu ces premiers moments en cuisine? Souvent, quand on me demande ça, je les ramène à un boudin que je mangeais chez ma grand-mère. J'adorais tellement cette odeur-là dans sa cuisine quand j'étais tout petit. Et plusieurs années après, où j'étais chef, il y avait un plongeur qui avait emmené du boudin pour son lunch le midi. Il fait retire le boudin. Je sentais l'odeur dans la cuisine. Je dis, mais c'est le boudin de ma grand-mère. Fait que là, j'ai dit, où tu l'achètes ton boudin? Il faut que j'aille en chercher. Il me donne le nom de la boucherie et c'est la boucherie au coin de chez ma grand-mère. Mais non. Et c'est ça Tu as reconnu l'odeur directe. Ben c'est ça, hein, les odeurs comme ça, c'est des souvenirs gustatifs. Hein, c'est imprégné en nous. C'est pour ça que toutes les recettes d'enfance nous restent marquées longtemps, parce qu'elles nous donnent des émotions. Alors, à partir du moment où tu as une émotion pour un produit, pour une recette, pour un breuvage, tu t'en souviens très longtemps. Si tu n'as pas d'émotion, tu oublies très, très rapidement. Puis tu as commencé comment la cuisine? Est-ce que c'était par rapport à... Tu avais des prédispositions familiales ou t'es tombé comment là-dedans? C'est ça qui est assez incroyable, c'est que j'avais aucune prédisposition familiale. Donc, je suis devenu un peu cuisinier par manque, parce que ma mère, c'est une couturière. Elle avait un salon au sol de la maison, donc elle faisait les réparations pour les clients. Mon père, lui, était un militaire. Donc, il n'y avait rien chez nous. Ma mère même cuisinait presque pas, puis elle cuisinait à la dernière minute. Donc, j'ai commencé... C'est sûr, très jeune, quand même à toucher au chaudron à la maison. Et ma mère me disait tout le temps, toi, si tu fais pas un chef dans la vie, je me demande ce que tu vas faire. T'sais, parce que elle me trouvait critiqueux. Et c'est ça. Puis un jour, j'ai rencontré un orienteur à l'école parce que j'avais un peu de difficulté à l'école. J'avais envie d'être dehors, j'avais envie de bouger, j'avais pas envie de rester sur un banc d'école. Mes notes étaient pas très bonnes à l'école et je suis allé voir un orienteur et le gars, il m'a lancé une série de métiers. Et quand il est arrivé vis-à-vis le métier de cuisinier,
Je me dis, ah, tiens, non, cuisiner. Ouais, ma mère me disait tout le temps ça. Puis, fait que là, je suis allé voir un petit peu plus loin. Puis, il y avait une école de cuisine dans le patelin où j'ai grandi. Et tout de suite, en commençant les cours, j'ai été vraiment comme ébloui par, fasciné là, par le milieu de la cuisine, par le monde de la cuisine. Et j'ai eu la chance, bien sûr, d'avoir des professeurs extraordinaires qui m'ont transféré leur passion. Là, t'avais quel âge à peu près? Et là, j'avais 16 ans. La première été, j'avais été dans un restaurant italien de Québec. Ça avait été extrêmement difficile. Les Italiens étaient très, très durs à l'époque en cuisine. Puis je me souviens d'avoir épluché tellement d'ail là, que je m'étais brûlé tous les doigts. J'avais des ampoules sur tous les doigts. À force Ça brûle l'ail, ouais. Tout le monde ne sait pas ça, là, mais ça brûle de l'ail. Et si t'en fais trop puis t'as pas de gants ou un truc comme ça, ben c'est ça que ça fait que ça brûle. Donc, les Italiens, à l'époque, dans les restaurants de Québec, c'était un peu la grande gastronomie, c'était les Italiens qui en étaient emparés là, à Québec. Quand on parle de grande gastronomie, ça n'a rien à voir avec quand même ce qu'on fait ici aujourd'hui, parce que déjà à l'époque, c'était beaucoup tout était à l'ail. Les scampi à l'ail, les cuisses de grenouille à l'ail. Les légumes étaient souvent surgelés. Il n'y avait pas beaucoup de légumes frais. Les légumes frais, c'est les carottes, les navets, les tomates. Après ça, si tu veux, les produits ont commencé à arriver tranquillement ici, mais on recule là, de 50 ans. Là. Ouais, c'est clair. Il y a c'est 50 clair. ans au Québec, c'était... on était en train de coloniser là, la cuisine. Ouais, donc D'ailleurs, il n'y avait pas de cuisine québécoise. On parlait vraiment de la cuisine française à cette c'est époque. ça, t'es arrivé au début. Donc en fait, la culture culinaire québécoise, tu l'as presque construit au final. T'as participé en tout cas à la construction. Quand t'es arrivé, il y avait pas grand-chose là. Il n'y avait pas grand-chose, c'est ça. Donc, il a fallu intégrer un par un les produits du terroir. Il y a 40 ans, quand je parlais de gastronomie québécoise, on se foutait de ma gueule, tu sais, on riait de moi. Tu sais. C'est comme, on disait, mais M. Vizina, ça n'existe pas, la cuisine québécoise. Ben, je sais pas, là, mais moi, je cuisine dans mon entreprise. Moi, je suis québécois. Les produits viennent de ma région. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend là, pour dire qu'on fait de la cuisine québécoise, mais bon, c'est certes, j'utilise des techniques françaises, japonaises ou mexicaines pour cuisiner, mais mes produits viennent d'ici. Tout ça. Fait que ouais, mais on peut pas vraiment parler de cuisine québécoise, ça n'existe pas. Peut-être dans... 50 ans. Ouais, peut-être dans 50 ans, mais non, mais je dirais que ça a pris comme une vingtaine d'années, là, vraiment, où on a vraiment bien travaillé notre terroir et nos entreprises. Puis après ça, ben là, tous les gens que moi, si tu veux, à qui j'ai montré à travailler, tous ceux qui sont sortis de chez moi, les dizaines de cuisiniers qui sont sortis de chez moi, ont aussi continué sur ma philosophie, sur la philosophie des gars comme Normand Laprise, comme Martin Picard, comme... Pour parler de gastronomie québécoise, il fallait quand même qu'il y en ait plusieurs. Bien sûr. Et tu sais, t'en prends plus qu'un ou deux, là. Alors, maintenant qu'il y a des dizaines et des dizaines de restaurants qui prônent là, pour le terroir québécois, on commence à jaser, là. On va revenir sur ton restaurant. On est en 91. Tu crées le Laurier Raphaël. Ouais, le Raphaël, c'était un rêve. Faut dire que quand je travaillais pour des patrons avant, j'avais un peu de difficulté aussi à pouvoir faire ma cuisine. Ces chefs-là s'impliquaient aussi dans leur restaurant. Donc, et il y avait une question aussi de rendement, de cost. Tu sais. Moi, j'ai jamais été très cost. Donc, je fais ce que j'ai envie de... Je cuisine ce que j'ai envie de cuisiner. Bon, c'est sûr qu'il faut regarder les rendements à un moment donné, mais on peut pas cuisiner avec sa poche trop non plus. Tu sais, à un moment donné, il faut créer. Puis après, là, tu regardes pas trop comment ça coûte pour créer quelque chose. Puis après ça, ben, quand il faut faire des rendements, ben, après ça, tu reprends ta recette. Puis après ça, tu peux dire, ben, au lieu de mettre 3 cuillères à soupe de sauce, je vais en mettre juste la moitié. Au lieu de mettre tant d'homard, ben, je vais en mettre moins. Tant que ça change pas non plus le plat, quoi. Tant que ça change pas le plat, puis tant que tu peux, tant que tu peux jouer. Tu sais. Puis comment tu deviens chef? Parce que est-ce que c'est officiellement, ça y est, t'es chef parce que t'as passé tant d'années en cuisine? Est-ce que c'est parce que t'as appris sur le tas? Est-ce qu'il y a un diplôme? C'est à partir de quand que tu peux te définir comme chef officiellement? Ben, je pense que tu peux te définir chef à partir du moment où tu prends les fourneaux. Ça, c'était un peu comme ça à l'époque. Tu assistes un chef, donc à partir du moment où tu arrêtes d'assister ou tu fais différents postes dans la brigade, et le jour où tu prends le poste le plus élevé dans la brigade, c'est là où tu peux dire que tu es chef. Et à partir du moment où tu commences
à faire des horaires, à prendre à faire les commandes pour les poissons, les légumes, les viandes. À partir du moment où tu fais cette job administrative, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que tu es chef. Il arrive à un moment donné, il faut que tu te lances. Faut y aller, Je ouais. pense qu'il faut y aller. Tu ne seras jamais chef si un jour que tu te lances pas. Tu prends, le pire qui peut t'arriver à un moment donné, c'est que tu ne sois pas rendu là, tu n'aies pas les compétences pour le faire, puis on se fait foutre à la porte. Mais à un moment donné, Parce c'est qu'il y a comme... beaucoup de rotation quand même dans le Il y milieu. a quand même beaucoup de rotation. Fait qu'à partir du moment où tu prends les responsabilités et que tu prends les fourneaux aussi, là, tout découle de toi. Mais c'est ça que Et j'aimerais tu crées les menus aussi. C'est ça, c'est que tu crées les menus, tu gères, comme tu dis, l'administratif, tu gères les stocks. Mais comment ça se passe? Est-ce que tu es obligé d'être là tous les soirs? Parce qu'il y a des moments où ça peut rouler quand même sans toi ou pas? Non, j'étais tout le temps là. Ah, c'est Ouais. toi le boss, c'est toi le Ah oui, responsable. oui. Mais c'est ça, mais souvent les restaurants sont ouverts 5 jours semaine. Des fois, ils ferment. Des fois, il y en a qui sont ouverts 7 jours sur 7, mais tu finis par te faire des horaires où tu peux travailler une cinquantaine d'heures par semaine en cuisine. Même au début, un de mes premiers postes, c'était 60, 75, 5 heures par Ouais, semaine. on entend souvent des heures incroyables. C'était 6 jours semaine avec des coupures l'après-midi. Ça, on connaissait pas ça beaucoup au Québec. C'était les Italiens à l'époque ou les Européens qui étaient au Québec qui, dans le fond, qui faisaient un peu les horaires comme ils faisaient en France. Heureusement que ça s'est un peu comme estompé ça dans les dernières décennies. Là. De toute façon, il n'y a plus personne qui veut travailler autant d'heures. Là. La nouvelle génération ne veut pas travailler. Ils font bien parce que Bah oui, il n'y a pas que le travail dans la vie. Là. Oui, puis c'était pas forcément des horaires payés non plus, non? Tu fais un peu des heures sup. Non, tu n'étais pas payé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense que mon premier salaire, ça va me faire vieillir un peu, là, mais je pense que mon premier salaire, c'est 2,25 quelque chose comme ça. Mais non. Ouais. Et en plus, t'étais pas tout le temps payé. Donc en plus, il y avait des heures qui n'étaient pas payées. Ben, en fait, c'est ça. Puis on disait, on te paye pour 40 heures semaine. Mais t'en fais 60, quoi. T'en fais 60. Mais il faut dire que cette médecine-là, on l'a fait nous aussi à d'autres après. C'est ça, c'est... Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu systémique, là, dans le sens où les générations avant l'ont fait, toi, tu le fais, la génération d'après le fait, jusqu'à temps qu'à un moment donné, que ça marche plus, là, jusqu'à temps que les gens... Est-ce que c'est un peu le prix à payer, tu dirais, pour devenir chef? C'est qu'il faut faire plus d'heures, même si t'es pas forcément payé. Oui, je pense que oui, il faut faire ce sacrifice-là parce que faire une journée de 6 heures en cuisine, ça se peut comme pas. Là, je veux dire, juste faire un confit de canard, ça prend 3 heures à cuire, ou un fond de veau, quand tu fais des sauces, ça prend des 20 heures, ça bout pendant 20 heures. Tu peux pas jamais être au resto. Là. À un moment donné, ça réduit. Il faut remettre de l'eau. Faut être là, quoi. Faut être là, faire les potages le matin, faire les sauces, faire la boucherie, les poissons. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce qu'il y a beaucoup de restaurants maintenant où les chefs achètent tout déjà portionné. Mettons, les bavettes portionnées, les foies de veau portionnés. Même les tartares sont déjà hachés. Les tartares de bœuf, les tartares de saumon, les tartares de thon, ça arrive déjà en portions déjà hachées. Il y a moins de personnel. Il y a moins de cuisiniers. Puis c'est de couper les coûts aussi, d'une manière ou d'une autre. Couper les coûts parce que déjà, les prix sont très élevés dans les restaurants. En plus, si tu as du personnel, puis en plus, il n'y a plus personne qui travaille en bas de 25 de l'heure. Ben, c'est ça. 30 de l'heure, on voit ça régulièrement. Donc, il y a comme à un moment donné, il y a comme un calcul que tu fais rapidement, puis tu dis, ben, on ne peut pas arriver si... Puis comment ça se passe pour les restaurants? Parce que si on prend par exemple le cas de Montréal, mais je pense que c'est pareil à Québec, tu as quand même beaucoup de rotation dans les restaurants. On voit beaucoup de restaurants ouvrir, faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis après ça change et c'est un autre nom. Des fois, c'est les mêmes propriétaires, mais juste ils rebrand, ils font quelque chose de nouveau. Tout ce qui est, on va dire, en bas de gamme, enfin, quand je dis bas de gamme, c'est des restaurants, on va dire, entrée de gamme. Il y a beaucoup de rotation. J'ai l'impression que des restaurants, des fois plus haut de gamme, plus luxe, ils arrivent à mieux perdurer dans le temps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Tu vois, le Ré Raphaël, quand même, là, cette année, on est dans notre... on est ouvert en 91, donc on est dans notre 34e, 35e année, ouais. 35e année. Donc, bon, il faut dire que ça perdure aussi à cause de la relève avec Raphaël, mon fils, qui a pris la relève en cuisine, ma fille qui a pris la relève aussi au niveau de
l'administration, gestion, marketing, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment d'appartenance. Les gens qui veulent venir travailler chez nous, ils savent qu'ils vont apprendre, ils savent aussi qu'ils vont, dans le futur, ils auront des bonnes références à partir de notre restaurant. Donc, c'est certain que tout ça, ça aide énormément. Tu sens que tu fais une carrière un peu. Tandis que comme dans les restaurants d'entrée de gamme, comme tu parlais, des fois, les gens font ça en attendant de faire d'autres choses. Donc, c'est sûr que la restauration haut de gamme, même la bistronomie, là, les bistrots là, de bonne qualité, tout ça, ont quand même des belles brigades, les gens restent. C'est certain que la pandémie a un peu foutu le bordel dans les brigades un peu partout au Québec, mais je pense que les gens, tranquillement, ont réussi à refaire leurs équipes tranquillement. En salle aussi, c'était difficile de trouver du bon personnel. Aujourd'hui, c'est quasiment plus difficile en salle là, récemment qu'en cuisine. C'est ça. Pour créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Puis comment ça marche quand t'es en cuisine? Donc t'as le chef qui est là, qui gère tout, comme toi par exemple. Et derrière, c'est quoi? C'est que des commis ou t'as des sous-chefs? T'as comme plusieurs niveaux, juste rapidement. En fait, c'est la brigade. On appelle ça une brigade. Hein? C'est un peu comme dans l'armée. Okay. Donc, toi, t'as les commis, garde-manger. Le garde-manger, c'est le froid. Okay. C'est toutes les entrées froides. Après ça, t'as le commis entremétier. Les commis entremétiers, les entremétiers, c'est eux qui préparent tous les légumes qui vont dans les plats. Okay? Et souvent les entrées chaudes aussi. Yeah. Puis après ça, tu as le commis rôtisseur, lui qui travaille avec, bien sûr, le saucier rôtisseur, qui aide justement à monter les assiettes, à faire cuire les viandes et les poissons. Donc, dans tous les postes, tu as des commis et tu as des chefs de partie. Puis quand tu montes dans la brigade, tu commences garde-manger. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. Raphaël, mon fils, il travaille différemment. Mais moi, avant de passer chef garde-manger, il fallait que tu aies fait au moins 1 an de commis garde-manger. Après ça, tu pouvais prendre le poste, puis il fallait que tu le fasses au moins 1 an avant de passer entre métiers. Donc, ça prenait 2 ans pour te rendre aux légumes. Puis quand tu étais aux légumes, tu faisais au moins 1 année aux légumes, et après ça, là, tu pouvais passer saucier rôtisseur. Et après ça, après avoir passé saucier rôtisseur, ben là, tu pouvais passer comme sous-chef de jour. Le sous-chef, c'est le bras droit du chef? C'est ça. Sous-chef de jour, là, c'est quand même un poste intéressant. Mais d'ailleurs, il y a des gars qui sont restés chez nous... qui ont resté 5, 6, 7, 8 ans chez nous pour faire vraiment le tour de la brigade. Aujourd'hui, c'est plutôt rare, là, les cuisiniers qui vont rester aussi longtemps. Mais est-ce que tu dirais que pour être un chef, techniquement, tu es obligé d'avoir fait toutes les étapes au moins une fois? Parce que toi, tu sais toutes les faire, en fait. Ben oui, tout à fait. Puis je pense que c'est important aussi de les faire assez longtemps, pas juste 1 mois ou 2, puis après ça... tu montes vite et... Tu montes vite. À chaque fois, il faut au moins que tu aies fait le tour de l'horloge, c'est-à-dire 1 année, les 4 saisons. Et pour voir les produits au garde-manger, hein, tu vois les entrées froides d'été, d'automne, du printemps, tu vois tout le menu au froid pendant toute l'année. Après ça, quand tu as fait 1 année de même, après ça, tu passes chef garde-manger. Puis là, après ça, là, les nouveaux commis qui vont entrer, là, tu vas être capable de les entraîner. Donc, toi, un employé, après 1 an qui est chez vous, là, il commence à être rentable en tant qu'employé parce qu'il commence à être capable de former quelqu'un aussi avec lui. Donc, c'est le principe d'une brigade. Puis ça fait longtemps que ça existe, ce principe-là. Puis est-ce que tu dirais qu'il y a des gens qui n'évoluent jamais? Est-ce qu'il y a des gens qui commencent, ils sont en bas, ils restent plus ou moins tout le temps en bas? Ou est-ce que c'est le but de chacun qui rentre, par exemple, au Lori? Le but, c'est qu'ils évoluent tranquillement et que qui un jour soit chef comme toi, quoi? C'est ça. Le but, c'est vraiment d'évoluer. C'est d'aller... Au début, c'est de rester pas trop longtemps au même endroit non plus. Dans tes premières années, des fois, c'est mieux de faire 2 ans à un endroit puis changer de restaurant, voir le maximum de techniques, des philosophies différentes. Tout ça, ça peut être bon pour un jeune chef. Puis après ça, pour éventuellement devenir chef et ultimement d'ouvrir ton restaurant. Est-ce que tu dirais que genre un chef doit être aussi restaurateur? Parce que le côté restaurateur, c'est quand même entrepreneur. C'est pas facile. Tu peux être un très bon chef, mais peut-être un mauvais entrepreneur, non? Oh, tout à fait, tout à fait. Moi, je connais beaucoup de chefs qui sont pas des bons restaurateurs. C'est-à-dire qu'ils n'iront pas en avant, voir les clients, les saluer. Puis, côté relationnel, tout ça. Ils sont chefs. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a des chefs très connus qui n'ont jamais fait de restaurant, qui n'ont jamais géré un restaurant? C'est bizarre quand même. Je dirais qu'il y a des... En cuisine, comme dans n'importe quel métier, il y a des intrapreneurs et des entrepreneurs. Un entrepreneur, personne ne prendra jamais le risque d'aller au bat. C'est-à-dire Oui, puis c'est son argent, c'est son risque. Si ça marche pas, c'est sur lui. Il y a les crédits, il y a tout ça à payer. C'est ça. Fait que l'entrepreneur, lui, il voudra pas avoir ce côté-là. L'entrepreneur, lui, il va prendre plus de risques.
va être capable de prendre des risques, ben, se dire, ben écoute, moi, je mets ma maison en garantie, comme moi et ma femme, on a fait. Tu sais, moi, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, j'ai mis ma maison en garantie. Ouais, t'as pas le choix que ça marche, là, t'es obligé. Non, non, de toute façon, dans ma tête, j'ai jamais eu aucun doute que c'était pour fonctionner. Tu sais, dans ma tête, une faillite ou ne pas réussir, ça faisait pas partie des plans, là. Tu sais, je pensais pas à ça. Puis ça ressemble à quoi, par exemple, un day-to-day d'un chef? Rapidement, sans rentrer dans tout le détail de la journée, mais mettons juste, tu commences, c'est quoi? Si tu diriges, parce que chacun a quand même des postes dans ta brigade qui sont définis, donc chacun sait quoi faire. Toi, tu es là pour surveiller. Est-ce que tu fais quand même de la cuisine aussi ou tu... Ben, en tant que chef, c'est certain que, tu crées les menus. Et ces menus-là, il faut les enseigner à tes chefs de partie. Le chef, normalement, c'est lui qui a le plus haut niveau de technique en cuisine. Donc, vraiment, est supposé d'être capable de régler les problèmes à tous les niveaux. Et bien sûr, ben, en plus de ça, il y a la communication aussi avec la salle à manger. Donc, c'est important, un chef qui va rencontrer le maître d'hôtel ou la brigade. On a un nouveau plat ce soir. Tu l'expliques à la brigade avec le maître d'hôtel, tout ça. Tu t'expliques comment ça va se passer. Et tu fais goûter. Tu fais goûter au serveur, faire goûter ton plat. Et après ça, avec le maître d'hôtel, des fois, tu reviens en cuisine et tu regardes les réservations de la soirée. Tu sais, ça demande quand même énormément, surtout quand tu arrives dans la restauration haut de gamme, comme nous on fait, ça demande énormément là, De préparation. de préparation, mais aussi de suivi. De suivi sur toutes les demandes spéciales. Parce qu'il y en a beaucoup. C'est ça. Parce que les gens payent quand même cher, donc ils veulent aussi des fois avoir certaines particularités qui fit pour eux, c'est ça? Ça reste quand même un métier quand même qui demande énormément d'expérience et de doigté et aussi de sérieux. Hein. Est-ce que c'est toi qui es responsable, par exemple, s'il y a un plat qui sort et qui est pas bon? C'est le chef? C'est toujours le chef. OK. Même si t'as pas touché au plat. Même si t'as pas touché au plat. C'est, Wow. non, tu arrives en salle, tu parles avec le client me dit, ouais, j'ai trouvé que je sais pas moi, la viande était trop cuite, la sauce était trop salée ou peu importe le ta commentaire. Puis là, tu dis, ben, d'accord, je comprends. Puis là, Et après, tu retournes en cuisine pour engueuler. mais des fois, il arrive des choses aussi où mettons, j'ai dit, mettons, à mes chefs de partie, le homard est trop cuit, faites attention. Moi, j'aime ça, le homard, quand il n'est pas trop cuit, puis quand vous le faites chauffer dans la sauce, attendez au dernier moment pour être sûr qu'on ne le surcuit pas. Et là, si j'entends un commentaire comme quoi le homard est trop cuit, là, je vais péter ma coche, c'est sûr. C'est quoi, c'est des avertissements? Est-ce que tu peux renvoyer des gens? Ben non, je pense que pas renvoyer des gens, mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent. Là. C'est tellement important parce que tu vois, les critiques, en plus maintenant avec les guides, oui, le guide Michelin, il y a des guides qui viennent peut-être 3 ou 4 fois par année, qui viennent manger à l'aveugle. Ils te le disent pas, là? Non, c'est ça. C'est vraiment à l'aveugle. Puis c'est jamais le même inspecteur à chaque fois. Donc, il faut toujours que tu sois... T'as pas le choix, hein. Faut toujours que tu sois, comme on dit chez nous, sur la coche. Faut toujours que tu sois impeccable. Puis en tant que chef, comment tu agis en cuisine? Est-ce que tu dois te montrer genre super? Est-ce que tu as des chefs qui sont super stricts? Est-ce que ça rigole pas? Parce que quand tu vois les chefs français à l'époque, tu vois les émissions en cuisine, ça rigole pas, là, il n'y a pas de bruit, tout le monde est à la ligne, tout le monde travaille, le chef, c'est vraiment c'est Dieu dans la cuisine, là. Aujourd'hui, c'est un peu, disons que cette médecine-là, donc, elle fait plus tellement effet parce que les gens n'acceptent pas de se faire crier après. Puis ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Là. Mais je me souviens, moi, au début que j'étais chef, même au début que j'étais cuisinier, je me faisais engueuler par mes chefs, par les propriétaires. Je me faisais engueuler régulièrement. Là. C'est normal. C'était comme normal. Puis il y a même des gens, des fois, qui cherchaient des emplois, puis allaient dans des endroits où, justement, les chefs étaient sévères, où ils se faisaient engueuler, où ils se feraient engueuler, parce que c'est comme si tu te faisais pas engueuler, c'est que tu vas pas apprendre. On s'est vite rendu compte, à un moment donné, que ça marchait plus, ce truc-là. Là, tu peux pas engueuler personne, parce que, un gars va enlever son tablier, puis il va partir en plein service. Ouais, ou ça va mal finir. Ouais, ça va mal finir. Donc, non, je pense que ça prend quand même... faut être ferme, avoir beaucoup de patience, parce que ça demande toujours énormément de patience. Enseigner, hein, l'enseignement, c'est... C'est ça, parce qu'au final, t'es un éducateur. Hein, t'es éducateur. là pour leur apprendre aussi. Oui, puis où tu deviens un chef, un très bon chef, j'ai l'impression que c'est quand, justement, t'as une rigueur en cuisine. Donc, tu laisses rien passer.
Tu passes à côté des tartares, le chef garde-manger est en train d'assaisonner le tartare de saumon, tu passes à côté, tu en prends un petit peu, tu goûtes. Tu manques un peu d'acidité, manque un peu de sel. Parfait, chef. T'ajustes. Ouais. Il faut que tu goûtes beaucoup et c'est ce qui manque beaucoup des fois aux jeunes chefs, de goûter. C'est que tu peux pas savoir si c'est bien assaisonné si tu goûtes pas. C'est pas une science exacte, la cuisine. C'est vraiment le gars derrière le plat, derrière la recette, qui fait la différence au niveau du goût, l'équilibre des saveurs. C'est pas donné à tout le monde, mais ça vient aussi avec l'expérience. C'est pour ça que t'es là aussi. Toi, t'es là pour surveiller, pour ajuster, et pour les guider aussi. Oui, parce que c'est dur d'enseigner ton goût. Ouais, c'est ça. Parce que peut-être pour lui, c'est bon. Et toi, tu vas le sentir qu'il manque quelque chose, non? Ouais. Même si tu standardises une recette, admettons, tu vas dire il y a tant de grammes de ci, tant de grammes de ça, puis tu fais vraiment une recette, la personne qui va le faire, il y a toujours quand même il faut toujours rectifier à un moment donné. Est-ce que tu dirais que c'est ça aussi qui fait un peu la part de magie et pourquoi il y a des très grands chefs? C'est parce qu'ils ont une petite façon de faire qui change tout? Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Tu fais un twist à une recette, tu vas rajouter un petit quelque chose, un petit trait de vinaigre dans une sauce, juste pour faire puncher le goût. Il y a plein de petits trucs comme ça, tu sais, où quand tu standardises justement des recettes, ça prend énormément de minutie et il faut vraiment être très concentré aussi pour vraiment goûter à tout et inscrire toutes les quantités et puis après ça, faire des tests et rectifier encore après. Moi, j'adore faire ça, créer des recettes et les standardiser, les mettre en place dans un menu, sur une carte d'un restaurant ou d'un bar ou peu importe, un insectarium. Donc, tout demande du doigté quand même. Ça demande du doigté, puis ça demande aussi... ça demande... Il faut être passionné. Aujourd'hui, le chef du Laurier Raphaël, c'est ton fils, oui, qui a repris. Tu lui as transmis le flambeau il y a quoi? Il y a quelques années? 2-3 ans, c'est ça? En 2022, 2020? Raphaël, ça fait même un peu plus longtemps que ça. Les dernières... Parce qu'on avait Laurier Raphaël Montréal pendant 11 ans. Okay. Et Raphaël est venu travailler quelques années là-bas. Après ça, je l'ai retourné à Québec. Et moi, 2017-2018, c'est moi là, qui étais vraiment en charge là-bas. Ça, quand on a fermé quand on a fermé là-bas en 2018. Montréal. Là, moi, je me suis emmené à Québec avec Raphaël. Et Raphaël était déjà en place là. Et là, il était bien installé depuis 2 ans, qu'il était installé là, mettons, en 2018, depuis 2016. Il était bien installé là. Donc, c'était difficile pour moi de venir reprendre ma place. Ça, c'est difficile parce que c'était ton bébé, non, le Laurier Raphaël? Ouais, c'était difficile, mais je voyais Raphaël qui prenait les rênes de plus en plus, puis tout allait bien. Donc, tu sais, ça m'a quand même permis, moi, d'aller faire d'autres choses à côté parce que je faisais encore beaucoup de télé. Je faisais les émissions Les Chefs, j'avais des émissions sur Z, j'écrivais des livres de cuisine, je faisais des émissions de radio, je faisais des magazines. C'est dur, tu peux pas faire ça et en même temps faire chef à temps plein dans un resto. C'est ça, donc ça m'a permis de commencer aussi la consultation. Mais la consultation, c'est venu vraiment plus avec le COVID. OK. Quand ça repartit après le COVID, là, il y avait plein de restaurateurs qui avaient besoin d'aide. Ouais. Qui avaient besoin d'aide, tout ça. Donc, c'est à ce moment-là où j'ai commencé vraiment la consultation. Mais on peut dire que Raphaël vraiment pris les rênes depuis, je dirais, 2016 à peu près. Donc, ça fait quand même un bout de temps déjà. En 2025, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. Le Laurier Raphaël a reçu sa première étoile Michelin. Ouais. Vous l'avez senti comment? C'était quoi? Est-ce que tu étais excité, fier? Comment tu as vécu ça? Non, j'étais vraiment très fier de ça. Et il faut dire que l'étoile Michelin est remis à un restaurant aussi. Hein. Elle n'est pas remis à un chef. C'est ça, c'est le restaurant. Ouais. Elle est remis au restaurant, donc c'est sûr que tu deviens comme un chef étoilé. Et ça, toute ma vie, j'ai entendu parler des restaurants étoilés en France, puis du guide Michelin, tout ça, on en entendait beaucoup parler. Et c'était quand même incroyable. La plus grande fierté, en premier, c'était de dire que ça a pris 50 ans avant que le guide Michelin arrive au Québec. Ben c'est ça, parce à partir de ma carrière, dans ma carrière à moi, ça a pris 50 ans. Il n'était jamais venu avant, c'est ça? Il n'y a aucun restaurant au Québec qui était étoilé? Non. Il n'y avait pas de guide Michelin au Québec. Pourquoi? Parce qu'il ne venait pas ou parce que... je pense on n'était pas prêts. Je pense qu'on n'était pas prêts. Il y a juste qu'à une dizaine d'années, je pense qu'on
ou même il y a 5 ou 10 ans, on n'était pas prêt encore à recevoir le Michelin. Parce que le niveau n'était pas assez élevé. Le niveau encore, mais ça s'est placé parce que, d'ailleurs, dans les étoilés Michelin, là, il y a des restaurants là-dedans, ça fait même pas 5 ans qu'ils sont ouverts. Même dans les bib gourmands, là, il y a des restaurants là-dedans, ça fait même pas 5 ans qu'ils sont ouverts. Fait qu'il y a une belle restauration qui a émergé aussi encore dans les dernières années. Justement, tous les gars qui ont travaillé avec nous, qui ouvrent leur petite entreprise et tout ça. Et donc, je pense qu'on était prêt à le recevoir. Et pour moi, cette étoile-là, c'était bien sûr une étoile pour Laurie Raphaël, mais pour moi, dans mon livre à moi, c'est une étoile pour la gastronomie québécoise aussi, parce que c'est la fierté de dire que maintenant, la cuisine québécoise est reconnue dans le monde. Elle est reconnue par le guide Michelin, c'est énorme, là. C'est énorme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que tu disais qu'au début, il n'y avait pas de gastronomie québécoise, que c'est toi qui l'a créé. Après, il y a eu d'autres générations qui ont développé. Puis aujourd'hui, tu vois vraiment les fruits de 50 ans d'évolution, en fait. Exactement. Je me souviens, il y a peut-être 15 ou 20 ans à peu près, j'avais été dans un gala, on m'avait remis un prix de gastronomie française. Et meilleur restaurant français, genre. Avec le disais, je pense que vous vous trompez. Là, c'est pas français, ouais. Donc, j'ai refusé le prix en début de soirée, tout ça. Puis, j'ai dit, le jour où vous aurez une catégorie de gastronomie québécoise, vous me rappellerez, ça va me faire plaisir. Et avant la fin du gala, l'animateur avait pris le micro pour dire, Monsieur Vézina, soyez assuré que l'année prochaine, il y aura une catégorie de gastronomie québécoise. Wow. Et donc, tu sais, ça s'est fait tranquillement parce que j'y croyais. T'es quelques-uns à y croire beaucoup, puis à rayonner énormément ici au Québec et un peu partout à l'international. Donc, ça s'est fini par faire des petits, ça a fini par fonctionner, tout ça. Puis c'est quoi concrètement une étoile Michelin? Parce que je sais qu'on entend parler, on entend 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Simplement, si tu devais le déclare à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de ça, c'est quoi? C'est la reconnaissance ultime pour un restaurateur? Comment tu le déclarais? En fait, c'est pas tout le monde qui croit au guide Michelin. Hein. Je veux dire, on a des restaurateurs, des grands restaurateurs de Montréal qui n'ont pas reçu d'étoile Michelin cette année. Et il y a des raisons pour ça aussi. Les inspecteurs viennent dans ton restaurant, puis ils viennent juger la nourriture. Mais tu le sais pas. Tu le sais pas. Puis ils viennent plusieurs fois. Je pense qu'ils viennent 3 fois minimum. Ils viennent 3 fois, puis à chaque fois, c'est un inspecteur différent qui vient. C'est jamais le même inspecteur. Ils se rencontrent après. Est-ce que c'est quelqu'un seul? Il vient manger seul? Il peut être seul à 2, à 3 ou 4 personnes, 6 personnes. Il peut arriver avec d'autres personnes. Ce qu'on me dit... c'est pas facile. Tu peux pas savoir qui c'est. Tu peux pas savoir. C'est pas quelqu'un qui est là avec son petit calepin dans un coin. Non, ce serait trop facile. Donc, le restaurant est vraiment jugé sur l'expérience de l'inspecteur au moment où il vient manger. Tu sais, il pense pas que t'es un chef depuis 30 ans que tu as créé la gastronomie québécoise. Non, il s'en fout. Lui, il s'en fout complètement. Lui, bon, je te dis pas... S'il arrive dans mon restaurant, c'est pas pour rien non plus, c'est parce que c'est un restaurant qui a une réputation aussi. Oui, je me doute qu'ils n'ont pas fait le tour de tous les restaurants du Québec. J'imagine qu'ils sont un peu renseignés quand même, j'espère. Mais, tu sais, donc, ils s'assoient, puis l'expérience de ce soir-là, et c'est beaucoup juste sur la personnalité, justement, de l'identité culinaire, tu sais, c'est quoi l'expérience que tu vis par rapport aux producteurs, par rapport à la qualité des produits, par rapport aux techniques de cuisine. C'est jugé, je te dirais, quasiment à 100% sur l'expérience culinaire. Mais est-ce qu'il y a des critères particuliers? Est-ce que, par exemple, tu peux avoir la propreté? Est-ce que le couvert il est droit? Est-ce que le chef est venu te parler? C'est surtout, je dirais, sur l'harmonie des saveurs et la progression du menu. Parce que ça, c'est important aussi, parce que la progression dans un menu, c'est important. Parce que, tu sais, je te donne un exemple, on mange une entrée froide, après ça, on mange une entrée chaude, après ça, on va prendre un poisson, une viande, et les vins qui accompagnent ça suivent aussi. Donc, puis il faut qu'il y ait un équilibre dans tout ça, parce que tu peux pas arriver non plus après 3 plats, puis t'en peux plus, là. T'en peux plus. Donc, toi, ça prend un équilibre au niveau des quantités, au niveau, bien sûr, au niveau de la cadence du service aussi. Parce que, donc, tout ça, il y a une importance, mais c'est tout ce qui a rapport à l'expérience culinaire. Mais si, par exemple, je sais pas, tout se passe bien et que, par exemple, le dessert, c'est foiré, c'est perdu, là. Non, je croirais pas. Je croirais pas. Moi, je croirais que tu aurais peut-être une note de 90, admettons. OK. Mais est-ce que tu as une note et en fonction de la note, il te désherbe? Parce que c'est quoi la différence entre 1 étoile, 2 étoiles et 3 étoiles? Ben écoute, c'est certain que 2 étoiles, là, tu montes un step dans l'expérience.
OK? Comme tu as vu, à Québec, il y a un gars qui a eu un restaurateur qui a eu 2 étoiles à Je crois Québec. qu'il n'y a eu qu'un seul restaurant qui a eu 2 étoiles. Et Ouais, au plusieurs Québec. qui ont eu 1 étoile. Oui, c'est ça. Un seul qui a eu 2 étoiles. Donc, tu vois, on pousse vraiment l'expérience très loin là, au niveau de la cuisine. Tu sais, c'est très, très personnalisé. Puis, tu risques pas de manger ça dans un autre restaurant, tellement que c'est personnalisé. OK? Et la 3e étoile, ben là, c'est encore plus personnalisé. Ça, c'est quasiment impossible. Ça faut être une expérience exceptionnelle, hors du commun. C'est quoi pour toi les restaurants 3 étoiles qui t'ont marqué? T'es pas obligé de tous les dire, mais un ou deux là. Ben, ou deux, moi, je suis allé au Louis XV à Monaco, chez Ducasse. Quand même une très belle expérience. Je suis allé aussi dans tu sais, dans les 50 Best, là, tu sais, dans le meilleur restaurant. Moi, je suis allé chez Noma à Copenhague, là, chez René Redzepi. J'ai mangé chez Alain Passard à Paris, chez Roger Verger. J'ai presque tout fait, là. Chez Pierre Gagnère, chez Est-ce que chez Guy Savoie à tu Paris. sens vraiment la différence, toi, quand tu arrives en tant que chef, tu vois directement, tu dis, OK, ouais, c'est 2 étoiles, 3 étoiles, sans problème. Et il reste quand même que c'est des grands. Prends des Pierre Gagnère, c'est des grands artistes. Hein. C'est un gars, tu sais, il pourrait écrire un livre de cuisine à tous les jours. Là. Tu sais, je veux dire, il a écrit un livre de cuisine, d'ailleurs, où il a juste commencé des idées. Tu sais, il a Mais dit, c'est pas fini. oui, c'est ça, il n'y a pas d'ingrédients. Ben, il y a des ingrédients, mais il n'y a pas de recette terminée. Ben, je mélangerais ça avec ça, puis on pourrait faire un truc qui s'en irait vers ça. Donc, il a écrit un livre juste comme ça, tu sais, tellement qu'il pop des idées tout le temps, il pop des idées. Donc, moi, pour avoir été mangé chez Pierre Gagnère, à un moment donné, où j'ai mangé un plat, puis un homard qui était comme... C'était à l'ananas, genre, c'était très sucré. Puis, à un moment donné, le serveur arrive à la table au main d'hôtel, puis il me dit ah, puis comment vous avez trouvé tout ça? Fait que, ben, j'ai trouvé... moi, j'étais pas prêt à aller au dessert tout de suite, tu sais. J'étais un peu... fait que j'ai dit, ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, j'ai trouvé le homard qui est quand même très sucré comme préparation, tout ça, tu sais. Il se fait pas ni un ni deux. Pierre Gagnant qui arrive à la table. Ouais, Ah, tu lui dis ça, ils aiment pas ça, ils ont leur il ego, arrive là. à la table. Il arrive à la table. Pierre Gagnant lui-même, il arrive à la table. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il parle comme ça. Vous n'avez pas aimé? Fait que là, ben, non, j'ai quand même apprécié la recette, mais j'ai trouvé que la sauce était très sucrée. Ouais, j'avoue que c'est un peu sucré, c'est vrai. C'est un peu l'idée. Là, je jase un peu avec comme ça. Après Est-ce ça... qu'ils savaient qui t'étais ou pas? Oui, mais les amis qui m'avaient invité là-bas avaient quand même dit que OK. avec un chef du Québec OK, donc il est peut-être renommé. il est sorti pour aussi peut-être discuter avec toi. Peut-être ça Ouais, aurait été un c'est gars ça. random. Et il m'a... j'ai revu à la fin, on est allé faire le tour des cuisines, je l'ai revu à la fin. Il m'a invité le lendemain à venir discuter avec lui. Non, mais j'étais pas vieux. Je devais peut-être avoir peut-être 35 ans dans ce temps-là, quelque chose de 35-40 ans maximum. Et je suis revenu discuter avec lui le lendemain. J'ai eu 1 heure, un entretien avec lui, à jaser d'un paquet de trucs. Donc, je me souviens toujours de ce rencontre-là. Mais donc, tu sais, c'est des gars, à un moment donné, comme moi pis toi, là. Tu sais, en bout de ligne, tu sais, c'est juste des gars qui sont tellement des passionnés de la cuisine. C'est des artistes du goût. Et ce que j'aime de ce métier-là, moi, avant tout, c'est d'être un artiste du goût. C'est-à-dire que quand je te parlais tantôt de l'équilibre des saveurs et de jouer avec ça, tu construis une saveur. Donc, tu es comme un architecte des saveurs. Et pour arriver à un goût qui va créer une émotion, il faut justement que tu bâtisses une saveur et que quand tu mets dans ta bouche, ça fait Oh. Ah, attends un peu, là. C'est qu'est-ce que je viens de manger, là? Je me souviens, je faisais un bonbon de foie gras enroulé de pommes de terre et de filaments de pommes de terre. Et je fais frire après la petite boule enroulée de pommes de terre. Je fais frire ça, un peu salé. Je fais ça en amuse-bouche. Tu croques dans ta bouche, le foie Ça gras. explose. Ouais. Ben, là, c'est pas une explosion, c'est pas liquide, mais c'est le foie gras frais qui est boulé, si tu veux, et légèrement fariné, assaisonné. Puis après ça, tu enroules les pommes de terre pour qu'elles collent dessus. Puis après ça, tu fais frire. Mais là, à toutes les fois que je fais ça, les gens font comme « Ah, wow! C'est quoi qui se passe là dans ma bouche? » Et c'est ça qui est difficile dans le fond. C'est ça qui est difficile d'arriver.
Le jour, j'ai fait un petit ceviche, un petit crudo de péton, comme ça, un peu de dernière minute, justement, à l'ananas avec du yuzu, jus de yuzu, machin, tout ça. Et ça, j'ai peut-être 10 minutes à jouer là-dedans et tout Là, ça. c'est quoi? C'est du essai-erreur, Et t'essaies j'ai des fait trucs? goûter à quelqu'un. Ben, en fait, je faisais une petite dégustation. J'ai fait goûter à 3-4 personnes qui étaient là pour goûter. Puis on dit, c'est le meilleur crudo que j'ai jamais mangé de ma vie. Fait que, tu sais, j'ai comme réussi en quelques minutes parce que on voulait manger un crudo, là, tu sais, de construire quelque chose. Mais habituellement, tu sais, c'est comme, des fois, tu as une construction qui se fait, puis après ça, tu peux ajouter après. Tu sais, tu peux améliorer. C'est ça. Mais habituellement, quand je crée une recette, après, j'y touche plus. C'est comme un tableau, tac, 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 tac. Fini. Terminé. Est-ce que tu as envie quand même toujours de rajouter un petit truc ou tu arrives à te retenir? Pas vraiment, non. Non, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de. Tu le sais quand c'est fini. Oui, je le sais quand c'est fini. C'est un peu l'instinct, puis c'est le. Justement, tu sais, j'aime mieux passer à d'autres choses après ça. Tu sais, cette recette-là, elle a plu. Tu sais, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui adorent, puis d'autres qui vont dire, ah, ben, ouais, j'ai aimé. C'est comme. Ça peut pas plaire à tout le monde, de toute façon. Ouais, c'est ça. Puis je pense que tantôt, tu demandais ces chefs-là, dans le fond, ces grands chefs étoilés-là, dans le fond, pourquoi on est peut-être plus connu, plus apprécié, c'est parce que on plaît à beaucoup de monde. C'est que notre goût, dans le fond, plaît à beaucoup de monde. Donc, tu mets 10 personnes, tu fais goûter mon plat, peut-être qu'il y en aurait, mettons, 9 qui l'apprécient, alors qu'un autre chef qui ferait un plat, il y en aurait peut-être 5 qui l'apprécieraient. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi le branding et l'histoire autour du chef qui joue pour beaucoup? Parce que quand tu entends des grands noms, quand tu entends des endroits, maintenant avec les réseaux sociaux, tout ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont vraiment pour l'expérience, mais il y en a aussi qui vont parce que c'est connu, parce qu'ils veulent se montrer là-bas. Tu as aussi un peu la notion de c'est quand même cher, c'est quand même une expérience. Oui, il y a des restaurants que tu veux faire au moins une fois dans ta vie. Je me souviens, chez Paul Bocuse, j'avais été avec Raphaël, mon fils. On faisait un événement à Monaco. C'était quand même... on avait quand même bien mangé cette fois-là, parce qu'après notre événement à Monaco, on est allé au Louis XV, à Monaco. Après ça, on est allé chez les frères Trois-Gros à Ouche, un autre trois macarons. Puis après ça, on avait été chez Bocuse, il y avait un autre trois macarons. Puis après ça, on avait été chez Géry Galvan à Lyon, qui avait une étoile à ce moment-là. Donc, on avait fait 10 étoiles en 4 repas. C'est quand Pas même... mal. Ouais. Non, mais il y a des T'as restaurants... peut-être fait plus d'étoiles que la plupart des gens dans toute leur vie en 4 repas. Mais il reste quand même, comme pour nous, c'est important. C'est important, puis des fois, c'est important au moins d'aller une fois dans notre vie chez Bocuse, tu sais, d'aller manger la poularde en vessie ou de manger ces plats mythiques, tu sais, de la cuisine de Paul Bocuse. Ou la même chose chez Ducasse, ou la même chose chez Passard, ou la même chose chez Roger Verger. Est-ce que tu as déjà mangé un plat dans des restaurants comme ça qui t'a ému aux larmes ou vraiment tu te dis ça c'est incroyable, je me rappellerai toute ma vie? Oui, je me souviens chez Brown. Non, je pense. Non, c'était chez Verger. J'avais mangé une fleur de courgette qui était farcie avec une mousseline de volaille à l'intérieur, puis il y avait une petite truffe entière. Il gardait toutes ces petites truffes gros comme une bille, puis qu'il en mettait une dans le milieu de la... Puis après ça, qu'il faisait pocher vapeur Je me souviens quand j'avais mis la fleur de courgette avec la truffe, ça m'avait éclaté dans la bouche. J'avais trouvé ça quand même assez exceptionnel. Puis j'avais eu le même feeling la première fois que je mangeais la truffe blanche. Truffe blanche qui est extrêmement dispendieuse. Puis j'étais dans un restaurant à Aise, dans le sud de la France. Et je me souviens que quand le chef a tranché les truffes blanches pour râper les truffes blanches pour les mettre sur le risotto, quand le serveur a traversé la cuisine, je le sentais arriver avec le plat. Et quand il a déposé ça en avant de moi, c'était toutes des feuilles fines, comme par-dessus le risotto. Là. Puis quand j'ai pris la première bouchée, là, ouais, je pense que j'ai eu des... Mais c'est... Il y a beaucoup... tu sais, on parlait d'émotion tantôt avec un plat, mais il faut aussi que ça dépend avec qui tu manges aussi des fois. Hein. C'est vrai, hein? Ça dépend le mood, comment ça se passe à la table. Tu sais, si dans une chicane de couple, même si on t'apporte un risotto aux truffes, il va avoir un goût amer. Faut que tu sois dans un moment agréable aussi, avec des gens que tu aimes bien. Parce que c'est Il y des a souvenirs aussi, tu te rappelles. Comme tu disais avec ton fils, tu te rappelles de ces moments-là parce que c'est avec ton fils aussi. Oui, il y a beaucoup de facteurs, justement, qui font en sorte que tu vas vivre une expérience gastronomique parfaite. Bien sûr, il y a les vins. Hein. Les vins sont hyper importants parce que
dans ce concours là, d'étoiles Michelin, là, ben, on parle pas trop des vins, mais ça vient avec des tables comme nous. Les vins viennent de qualité. Ça, c'est pas le chef, c'est le sommelier qui gère ça? Ça, c'est le sommelier. Et tu vois, quand l'accord avec les plats, un vin qui est mal assorti peut gâcher la sauce, comme on pourrait dire. Comprends-tu? Ça, toi, tu vérifies quand même avec le sommelier? T'as pas le choix? Ah non, non, c'est hyper important. C'est sûr que on définit aussi, on appelle ça un tasting wine. On établit ça pour un menu dégustation de 8 services ou 10 services. On établit les vins d'avance. Donc les gens, ils choisissent pas. C'est ce vin-là. Oui. Okay. Ben, ça, c'est ce qu'on propose aux clients. C'est certain que c'est pas tout le monde qui prenne ce tasting-là. Donc, c'est certain que les gens peuvent décider de prendre une bouteille ils veulent une bouteille, ou ils ont un vin qu'ils ont vu sur la carte, ils ont envie de le boire, même si c'est pas le meilleur vin qui accompagnerait les plats. Mais il faut faire extrêmement attention parce que il y a des choses qui fonctionnent pas en bouche. Ben oui, c'est sûr. Si tu prends du vin... D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui prend du vin rouge avec... vin tannique. De vin rouge avec des fromages. Et tu vois, à l'Institut Puiset à Paris, ils ont fait une étude et avec tous les fromages de France puis tous les grands vins de France. Et à 90%, les vins blancs accompagnent mieux les fromages que les vins rouges. Je sais pas d'où il vient ce mythe-là de mettre du vin rouge avec le fromage. Sincèrement, ça goûte le vomi. Et des fois, là, tu prends un rouge avec un fromage, ça vire dans ta bouche. Là. Mais c'est parce que souvent, quand on arrive à la fin du repas, on est souvent rendu au rouge. On est au rouge, ouais. Donc, les gens ont peur de passer en blanc avec un fromage. Il ne faut pas avoir peur, après avoir bu un rouge, de reprendre un blanc après ça. Parce qu'il y avait comme une espèce de progression dans les vins. Donc, quand on arrive à la fin du repas, même il y a des portos, des fois, c'est même pas, des fois, ça ne fonctionne même pas sur un chèvre ou sur un bleu. C'est pas assez encore. Ça prend plus un vin liquoreux, Jurançon, Sauternes, Château d'Yquem, sur du bleu. Tu sais, ça demande quelque chose, mais jamais un rouge sur un bleu. Là, tu vois. Tu vas tuer le goût, là. Tu vas te tuer toi-même. Donc, tu comprends que l'accord des vins, des mets, c'est quelque chose qui est primordial parce que c'est comme... On parle d'un mariage. Hein? Un mariage, ça veut dire que 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que les deux ensemble sont meilleurs que chacun. Individuel. Qu'individuel. Et donc là, comment tu choisis ton sommelier? Comme un mariage dans la vie, là. Oui, bien sûr. C'est la même chose. Et donc ton sommelier, il est super important. Oui, hyper important. Puis, heureusement, que dans le Laurie Raphaël, on arrive souvent à avoir des gars qui ont vraiment des expériences incroyables et qui nous apportent une richesse là, d'accords avec nos plats parce que c'est pas facile. Ce que j'ai essayé de faire dans les dernières années aussi, souvent, c'était de goûter au vin et de créer le plat après. C'est quasiment plus facile. Parce que, tu sais, mettre un vin sur un plat... C'est super dur. Tu sais, il faut que tu aies toute une connaissance. Tu sais, pour un sommelier, ben lui, il a une grande connaissance en vin, donc c'est pas son premier barbecue, là. Il est capable de dire, ben ça, ce vin-là, ouais, ça là, je vais le mettre avec ça, t'sais. Mais si tu pars du contraire, si tu pars du vin, tu goûtes le vin, tu dis, ben je vais créer un plat avec ça. Et je l'ai fait à plusieurs reprises et c'est assez winner, comme on pourrait dire. Ça fonctionne bien. Ouais. Ça fonctionne bien. Ben oui, c'est parce que tu sais, là, tu pars des saveurs de ton vin, puis là, tu crées ta recette en fonction de ça. Ça peut même t'amener à faire des recettes que tu n'aurais jamais pensé de faire avant. Parce que là, tu sais, bon, ben, il y a des odeurs de, je sais pas moi, de cardamone ou de petits fruits, de sureau. Ça peut t'inspirer aussi. C'est très inspirant pour créer des recettes aussi. Puis quand tu obtiens, donc on a discuté un peu de l'étoile, on a vu que c'était quand même quelque chose de très compliqué, parce qu'en plus, il faut qu'ils reviennent, parce que là, c'est quoi? Est-ce que tu peux perdre une étoile? Tu peux perdre une étoile, ils peuvent souvent venir cette année, puis s'il n'y a pas de constance dans la cuisine, s'il n'y a pas de constance dans la... Tu as eu de la chance une fois, mais c'est fini. Là. Ça peut arriver que l'expérience... Mais comme je dis, vu que les gens viennent 3 fois, au moins, après ça, ces 3-là vont se concerter ensemble pour se dire, bon, s'il y en a 2, mettons, qui ont eu une expérience incroyable, puis un va dire, moi, j'ai mal, ça n'a pas été, ben, tu sais, probablement, tu sais que... Pourquoi, ouais. Probablement que tu garderas ton étoile quand même, mais... Mais est-ce qu'ils repassent tout le temps? Ou est-ce qu'une fois qu'ils sont venus, ils vont peut-être pas venir pendant 3 ans? Ça, tu le sais pas? Non, là, ils reviennent à chaque année. Ah, OK. Parce qu'en fait, c'est soit ils viennent pas parce qu'ils estiment que ça vaut pas le coup, mais une fois qu'ils sont là, après, donc tu es tout le temps après à... Et ça se peut que, par exemple, le Laurie, s'il continue à monter en gamme, tu peux peut-être avoir une 2e étoile. Ben, j'en parlais avec Raphaël l'autre jour, puis je disais, Raph,
c'est quoi ta stratégie pour la deuxième étoile? Puis il me dit, tu sais, pas, on veut pas nécessairement une deuxième étoile, tu sais. On veut pas nécessairement une deuxième étoile parce que d'avoir une deuxième étoile, ça nous demanderait de faire un investissement quelconque, là, tu sais, aussi au niveau de la cuisine encore, là, tu sais, c'est-à-dire d'avoir peut-être, d'augmenter encore comment je pourrais dire, la précision du menu au niveau justement, au niveau des décors, au niveau du goût, à tous les niveaux, d'avoir plus de cuisiniers en cuisine. Ça veut dire que ça veut dire peut-être, au Laurier Raphaël, on est 8 en cuisine. Ben, si tu vas à un restaurant qui a 2 étoiles, peut-être avoir 15 cuisiniers, là, tu sais. Donc tes coûts augmentent. Tes coûts augmentent. Le stress aussi, parce que tu es tout le temps à fond. Oui, puis la qualité des produits, il faut toujours que tu upgrades la qualité des produits. Ça, on fait quand même assez, mais ça peut t'amener justement à réduire ton nombre de couverts, avoir moins de couverts, puis d'être encore plus de précision au niveau de l'exécution, tout ça. Donc, tu ne veux pas nécessairement avoir une deuxième étoile, tu sais. Moi, c'est drôle, mais moi, j'ai dit à Raphaël, j'ai dit, tu devrais viser une deuxième étoile. Au moins, tu risques de ne pas perdre ta première, tu sais. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils peuvent te l'enlever si jamais ils reviennent et que finalement ils se rendent compte que c'est un peu moins bien. C'est ça. Puis, tu sais, il y en a plein qui n'ont pas eu d'étoile cette année puis qui continuent à bien travailler pareil, là. Comprends-tu? Et est-ce que quand tu as une étoile, tu le vois, là, vous avez eu plus de visibilité, les gens, quand même, sentent qu'ils veulent plus y aller? J'avoue là, que cet été, une clientèle touristique, mais de grande qualité, qui dépensait énormément. Donc, c'est sûr que les gens qui viennent pour une étoile Michelin s'attendent à payer, là, tu sais, quand même. Et tu penses que tu peux facturer plus cher aussi, c'est un peu plus facile? Ben, nous, on n'a pas vraiment augmenté nos prix. De toute façon, il faut quand même toujours que tu mettes le prix juste. Ça c'est important. C'est de mettre le juste prix. Parce que si tu vends pas assez cher, ben, tu le vois tout de suite dans tes rendements, hein. On appelle ça les costs, là. Les costs de cuisine, les costs de personnel. Tu vois, tes rendements sont beaucoup moins bons. Donc, tu le vois tout de suite si tes prix sont pas justes. Quand tes prix sont justes, ben, tous tes rendements s'ajustent aussi. Alors, je pense que ça, c'est important de respecter ça. C'est juste que les gens dépensent plus. Au lieu de prendre des bouteilles de vin à 150, ils vont prendre des bouteilles à 300. Ou à 1000, ouais. Hein? Ben, il y a une table de 4 cet été qui ont dépensé, je pense, c'est 37 000 en vin. À 4? À 4. Mais les bouteilles, elles sont à quel prix à ce moment-là? C'est les bouteilles les plus chères de la carte? Ouais, c'est ça. Il y avait des est-ce que ça fit aussi avec le plat, finalement? Ou là, tu dis oui, on vous la vend parce que, parce que là, la bouteille à 15 000, ça, c'est vrai, François. Non, on apportait les vins qui fonctionnaient bien avec les plats. Bien sûr, mais c'est sûr, quand tu tombes dans des vins de la Romanée-Conti, des Richebourg, des Échezeaux, des Grands Échezeaux, c'est quand même des bouteilles à 2 000, 3 000, 4 000. Ça va vite, ouais. Tout dépendant des années aussi, là. Et non, c'est certain que ça, on a vu quand même que... Plus d'engouement, plus de dépenses, Plus d'engouement, mais je dirais de clientèle. Haut de gamme. Oui, clientèle... C'est drôle parce que des fois, je me dis, c'est pas parce que tu dépenses 37 000 de vin que tu vas mieux manger. Hein. Que tu vas mieux manger ou que tu vas être un meilleur gastronome qu'un autre à côté. Comme tu disais tantôt, est-ce que tu sers les vins qui vont vraiment avec le plat? Exact, ouais. Mais sinon, il y a des gens qui ont des sous, qui voyagent dans les étoilés Michelin dans le monde. Puis là, ils arrivent au Québec. Puis, c'est un plaisir, ouais. C'est un plaisir. Puis ils viennent s'éclater dans nos restaurants. Mais on ne veut pas en même temps perdre la clientèle locale aussi ou la clientèle... Là, il y a combien de temps d'attente à peu près pour booker? Parce que c'est compliqué. Là, j'ai regardé sur plein d'étoilés. Là, maintenant, t'as beaucoup d'attentes. Oui, c'est ça. Ça dépend aussi des journées là, de la semaine. Hein, parce que au Québec, les gens viennent beaucoup aussi comme vendredi, samedi. Ça, c'est... Ouais. Donc, c'est des journées qui sont assez contingentées déjà. Mais il faut toujours, de toute façon, essayer de réserver. Même si c'est complet, tu peux quand même appeler puis parler. Parce qu'il y a souvent aussi des cancellations, te mettre sur une liste d'attente. Parce que ça arrive souvent qu'il y a des no-shows, il y a des gens qui, 2 jours avant, qui ont un problème de santé ou quoi que ce soit. Donc, venir, ouais. Ouais, il ne faut jamais désespérer des fois. Mais c'est sûr que si tu veux venir à Saint-Valentin, t'es mieux de réserver tout de suite. T'es mieux de réserver tout de suite parce qu'on pourrait remplir 3 fois
le centre Ah, Molson. c'est clair, c'est clair. À Saint-Valentin, c'est comme toujours une folie incroyable. C'est le moment de l'année où il y a le plus de demandes? Ouais. Oui, vraiment. Puis la période aussi, une très bonne période pour nous aussi, c'est après les fêtes. C'est comme, mettons, après le Noël. Mettons, 26, Jusqu'au 27, 1er. 28. Ouais. Jusqu'au 5, 6, 7 janvier. Parce que les gens sont encore en vacances, l'année Les n'a gens pas sont vraiment en commencé. vacances. Il y a beaucoup de touristes aussi, européens et américains et un peu partout dans le monde. Et les gens au Québec aussi sont encore en vacances. Donc, on fait des... C'est quasiment meilleur pour nous entre le 26 et le 5 janvier que entre le 10 et Noël, là. 10 décembre et Noël, parce que on n'est pas un restaurant où on fait beaucoup de groupes. Ouais, c'est ça. C'est- Puis vous avez combien de places dans le restaurant? On a 35 places. Ouais, donc ça se remplit. Et c'est juste un service? C'est... Non. En fait, les gens... chez nous, on prend les gens à toutes les demi-heures à peu près. Tu sais, on prend des gens, mettons, à 6 h, 6 h 30, 7 h, 7 h 30. Fait que, mettons, à 7 h 30, Une là, le rotation. restaurant, 7 h 30, 8 h, le restaurant est plein. Il y a des gens qui vont être prêts à partir peut-être à 9 h. Puis à 9 h, 9 h 15, on pourra prendre quelques tables. Donc il y a une rotation quand même. Il y a une rotation sur les clients qui viennent très, très, très tôt. Ok. Mais quelqu'un qui vient à 7 h 30, on peut pas à Oui, 7 h. c'est fini, ouais. Ouais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que tout le monde réserve à 7 h, 7 h 30, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir leur table pour. Non, mais quand tu as passé 3 heures dans un restaurant, Oui, oui. quand tu arrives à 5 h 30, 6 h, puis tu es encore là à 9 h. Ça commence à faire long, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'habituellement, on renouvelle quelques tables à 9 h, 9 h 15. Ok. Quelques tables pour faire près de 50 couverts à peu près. Bon. Mais c'est maximum. Je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour, l'étoile, c'est intéressant. Et puis je souhaite que vous ayez peut-être un jour la deuxième. Ben, moi, Si c'est pas au détriment des coûts, comme tu dis. Ouais, au détriment des coûts, puis de la philosophie aussi de l'entreprise. C'est que, tu sais, le guide Michelin, c'est extraordinaire, mais c'est pas une fin en soi. Mhm. Moi, je connais des gens qui ont des grandes tables, puis qui peuvent aller manger. Tu peux aller manger un entrée, puis un plat, un verre de vin, dans une très, très grande table à Montréal. Et peut-être si le guide Michelin arrive, peut-être qu'il ne vivra pas l'expérience du restaurant. Il ne vivra pas l'expérience gastronomique comme il devrait. Alors, il faut faire attention à ça. Si cette personne-là, pour lui, c'est bon, qu'il y a des gens qui viennent à la carte, des hommes d'affaires qui viennent à 6 heures, qui prennent une entrée, un plat, puis c'est bon pour sa business, pourquoi Oui, c'est clair. Hein. il voudrait avoir une étoile ou pourquoi il voudrait avoir 2 étoiles si ça dénature son restaurant. ça dénature son restaurant? C'est clair. C'est toujours ça, c'est le petit côté comme négatif de la chose. Je comprends. On va finir sur un petit quiz. Écoute, j'ai trouvé plein de questions de cuisine que je voulais te poser. Tu réponds comme tu veux à ça. T'as besoin de conseils de cuisine? C'est pas des conseils de cuisine personnels, c'est plus des généralités ou des questions un peu farfelues que j'ai trouvées. Tu sais l'expression cordonnier mal chaussé. Est-ce que toi, à la maison, tu cuisines bien? Ou est-ce que t'as pas le temps? Est-ce que juste tu te fais un petit sandwich? Ou est-ce que tous les soirs, quand même, tu fais l'effort de faire un peu un service genre chef à la maison? Hein? Moi, je cuisine beaucoup à la maison. Entre autres pour ma femme, mes enfants, tout ça, quand ils viennent, je cuisine énormément. Mais je cuisine pas pour moi, tout seul. Ça, c'est vraiment étrange parce que moi, ma blonde, admettons, quand elle se fait à manger tout seul, elle se fait des belles présentations, elle se fait une belle assiette, puis tout ça. Moi, quand je suis tout seul, je regarde dans le frigo, puis je prends ce qui reste, je ramasse les restants, puis j'ai un bout de viande, je vais me le saisir, je vais me le trancher, puis je vais mettre une petite salade à côté avec une vinaigrette, puis... Tu fais pas trop d'efforts pour toi? Non, pour moi, je fais pas d'effort. Mais je vais me faire cuire quelque chose. La cuisson va être parfaite. Mais je me fais une vinaigrette pour aller sur une petite salade. Mais s'il y a un plat qui reste au frigo et qui est déjà prêt, tu vas le manger. Je vais le manger, je me ferai pas à souper. C'est vraiment étrange parce que je fais à manger pour tout le monde, mais pas pour moi. Et parce que t'as pas le temps ou tu t'en fous, en non, fait? Parce que pas que je m'en fous, mais on dirait que c'est le seul temps où je peux prendre comme un break. Un break, tu sais, quand c'est pour moi. Et au final, presque, t'as plus de plaisir à manger comme ça, rapidement, ce qu'il y a, quoi. Ben oui, puis moi, je peux m'ouvrir une boîte de sardines. Je vais manger avec un bout de pain avec du beurre, puis je vais être heureux, là. Mais j'ai pas besoin de faire un grand repas, mais s'il y a du monde, par contre, là, là, ça va toujours être bien. Il y a tout le temps du monde. Ouais, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, tout le monde veut manger chez toi tout le temps. Là. Puis là, mais je suis content parce que quand je prends le temps de préparer un beau repas pour des amis, ben j'en profite moi aussi. Bien sûr. Ouais. Ça, je suis content. Mais ne le faire juste pour moi, je me ferais pas une petite dégustation juste pour moi là, avec 5 services. Là. Si tu avais un plat à cuisiner ou un plat à manger avant de mourir, ça serait lequel?
Le dernier repas, là. Le dernier repas, ça, c'est difficile. Mettons, la dernière journée, j'aimerais mieux la dernière journée. Alors, Mais t'as un seul plat. Un seul plat. un seul plat. Je pense que le plat qui m'a donné le plus de jouissance dans ma vie, là, bien sûr, il est accompagné d'un grand vin, mais c'est un foie gras, torchon, tu sais, comme une terrine de foie gras, avec un château Yquem. Ça, j'ai-tu le doigt? Un deuxième? Ouais, c'est bon, vin? c'est bon, c'est l'accompagnement. Mais je pense que le foie gras puis le château Yquem, c'est probablement le meilleur Combo. combo au monde. Tu sais, c'est comme quand tu mets tes deux dans ta bouche, là, c'est comme le bonheur total, c'est le nirvana, c'est le... Tu peux mourir. Tu peux mourir après. C'est ça. Ça sera le dernier repas. Un peu dans le même style, si jamais tu devais cuisiner pour une personne très connue, vivante ou morte, tu cuisinerais pour qui si tu avais le choix? C'est certain qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, pour qui j'aimerais cuisiner. J'ai cuisiné déjà pour beaucoup de personnes, mais je pense que je pouvais reculer dans le temps un peu. Je pense que j'aimerais ça cuisiner pour Antonin Carême, qui est le père de la gastronomie française. C'est le créateur de la gastronomie française. Tu sais. Et la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que ces gars-là, c'était des génies, tu sais, parce que tu sais, ils cuisinaient au charbon de bois, là, tu sais, dans le... Tu sais, Antonin Carême est mort à 48 ans parce qu'il est mort empoisonné dans sa cuisine, parce qu'il cuisinait des 15 heures par jour dans des cuisines au charbon de bois, pas de ventilation. Donc, tu sais, les gars, toute la journée, ils respiraient ça. Tu sais. Mais toutes les recettes qu'ils ont créées à cette époque-là, c'est comme incroyable. Il n'y avait pas de four thermocirculateur, il n'y avait pas de four convection, il n'y avait pas de... Tu sais, il y avait rien pour travailler à comparer de ce que nous, on a. C'est pour ça que je dis que ces gars-là, c'est des génies, parce que ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils avaient, c'est absolument extraordinaire. J'aimerais ça m'asseoir avec un gars de même, lui faire à manger, puis jaser, puis voir de où venaient un petit peu toutes ces inspirations, puis de comment il en arrivait à créer la blanquette de veau à l'ancienne ou la bavaroise la bavaroise aux fruits là, qui est devenue l'ancêtre des entremets qu'on voit aujourd'hui dans les restaurants. Là. Donc, c'est assez impressionnant. C'est quoi le plat que tu dirais qui est quelque chose que tout le monde pense que c'est très facile et toi, en tant que chef, pour bien le réussir, tu sais que c'est très dur? Une omelette. Une omelette, c'est extrêmement difficile à cuisiner. Je parle d'une vraie omelette. Là. C'est quoi une vraie omelette? Une vraie omelette, premièrement, c'est jamais fait avec plus que 3 œufs. Si tu mets 6 œufs dans une omelette, tu peux pas faire l'omelette parfaite. Faire l'omelette parfaite, ça prend 3 œufs. Parce que, tu sais, il y a le temps de cuisson. Tu comprends que si tu laisses ton omelette trop longtemps dans la poêle, les œufs vont durcir. Puis l'omelette va colorer aussi. On veut pas que l'omelette colore. On veut que l'omelette reste jaune, la couleur de jaune pâle. Là, tu veux pas de coloration. Une vraie omelette, elle doit pas être colorée. Et quand la façon que tu la tournes, qu'elle doit être roulée dans la poêle et renversée, tout ça. Donc tout ça, ça demande vraiment de la précision. Si tu veux faire une vraie omelette, j'ai déjà fait une émission d'une demi-heure à la télé avec ça. Juste sur une omelette? Juste sur une omelette. C'est extrêmement difficile à cuisiner. Et ça, quand t'en commandes une, par exemple, au restaurant, souvent, tu trouves que c'est raté ou c'est gâché ou... Tout le temps. Tout le temps, oui, parce que, tu sais, on brasse les œufs, après ça, on fait cuire ça dans le poêle, on mélange, puis à un moment donné, les œufs au travers, il y en a des cuits, des pas cuits, des machins. Il faut que ça cuise égal. Toutes les œufs cuisent en même temps, à la même égalité. Tout ce qu'il y a dans la poêle. Il faut pas qu'il y ait de... Et tu le sens au goût, vraiment? Tu vois la différence? Ben, c'est parce que quand tu vas la prendre avec ta fourchette, tu vas faire ça comme ça. Tu vas mettre dans ta bouche, ça va être fondant. C'est vraiment spectaculaire, faire une vraie omelette. Si jamais tu devais donner des conseils, tu parles beaucoup de produits du terroir, éviter le gaspillage, etc. Si tu devais donner des conseils à des restaurateurs pour limiter le gaspillage, ça serait quoi ton meilleur conseil? Ben, en fait, pour éviter le gaspillage alimentaire, il faut transformer le produit à 100%. OK? Donc, tu sais, aujourd'hui, on jette beaucoup. Hein? C'est drôle parce que je suis en mandat en ce moment à Montréal et je regardais dans les poubelles et il y avait beaucoup de trucs dans les poubelles. T'sais. Donc, il faut surveiller les poubelles. En tant que propriétaire, en tout cas, il faut surveiller les poubelles dans ses cuisines. Mais quand les poubelles sont remplies, c'est pas bon signe. Mais je prends juste le céleri rave. Tu sais, le céleri rave, comment... Tu sais, tu prends le bulbe avec les branches, avec les feuilles. J'ai déjà fait une conférence juste sur le céleri rave où je transformais tout. Donc, avec les feuilles, je faisais un pesto. Avec les tiges, je faisais un beurre pour incorporer dans la purée de céleri rave. Avec les écorces, je faisais un consommé. Ça, c'est extraordinaire. Un consommé
de céleri rave fait avec l'écorce. Les écorces qu'on jette aux poubelles, là. OK? Donc, si tu prends... Puis c'est rien. Après avoir fait mon pesto, je récupère je fais une huile, premièrement avec les feuilles. Après ça, avec ce qui reste dans le tamis, je fais un pesto avec la purée qui reste dans le tamis. Puis quand j'ai gratté, puis j'ai tout enlevé, puis il reste la fibre, je la mets dans un séchoir, je la mets dans un déshydrateur, je l'étends dans un déshydrateur, je fais une poudre avec quand elle est déshydratée, puis je mélange avec du sel, je fais un sel de céleri rave. Donc, tu vois, j'ai pris le produit d'un bout à l'autre De base, sans rien jeter. Et ça, selon moi, c'est un peu comme ça qu'on peut éviter le gaspillage. Le seul problème qui va avec ce que je viens de te raconter, c'est que ça prend du personnel. Comprends-tu? faut avoir envie de le faire aussi. Il faut avoir envie de le faire. Mais puis tout ce que je te dis là, c'est tout excellent. Mais si tu engages des... Il faut avoir des cuisiniers, il faut avoir du personnel pour pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans... Donc, mieux vaut réduire les menus puis utiliser les produits à 100%. En parlant de menu, tout à l'heure, tu disais qu'il y a une évolution, que le guide Michelin, il va vous juger l'évolution de ton menu pour que tout soit bien harmonieux. Ça serait quoi pour toi le menu idéal? Est-ce qu'il y a des trucs, par exemple, quand tu arrives dans un restaurant où tu dis juste le menu déjà, c'est too much ou c'est pas assez? Combien de plats? C'est quoi les options? Qu'est-ce que tu conseilles? C'est sûr que j'aime tout le temps ça, arriver dans un restaurant où il n'y a pas plus que 10 plats. OK, à peu près 5 entrées, 5 plats principaux. Ou sinon un restaurant qui propose un 5 services. Donc, t'as pas le choix, là. T'as une entrée... j'adore manger un petit 5 services bien fignolé, là. Ça, j'aime beaucoup ça. Tu sais, comme chez Mastar à Montréal, c'est un de mes anciens chefs, ça. Puis lui, c'est ce qu'il fait. Il fait un 5 services. Et il propose ça, puis il n'y a pas d'autre chose. Tu viens pour ça? Tu viens, tu t'assois là, tu manges ton menu. T'as même pas de questions? Non. Puis t'as l'accord des vins aussi qui va avec ça. Donc, mais pas trop. Donc, 5 entrées, bien calibrées entre poissons, fruits de mer, abats. Des abats, ça manque souvent maintenant sur les menus. Il y a un temps où on voyait plus d'abats, là, de foie, de rognons, des rognons de lapin, de foie d'agneau. Les abats, c'est vraiment excellent. Puis je trouve que quand je vois des abats sur un menu, c'est parce que souvent, tu as un chef qui sait cuisiner. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu dirais que la cuisine, c'est plus un art ou c'est plus une science? Je dirais que c'est plus un art. Je dirais que c'est plus un art, mais l'art se situe pas tant au niveau de la présentation. Je dirais que l'art d'un bon chef, c'est vraiment au niveau du goût. C'est vraiment de construire des saveurs, construire des harmonies, puis les amener à un niveau où justement ça va créer une émotion et que tu vas t'en souvenir longtemps. Et même si jamais tu as quand même des règles à respecter de base, que tu dis qu'il faut quand même avoir des règles pour justement perfectionner son art, mais il faut déjà savoir cuisiner. Tu peux pas juste improviser n'importe quoi, juste au goût, là. Tu peux pas improviser nécessairement tout le temps. Improviser, je pense qu'une excellente recette va être improvisée, mais derrière l'improvisation, il y a une préparation quand même. T'sais. Ça fait que c'est pas vraiment une improvisation. Si on me mettait demain matin quelques produits sur la table, puis on me dirait fais-moi une recette avec ça, ben c'est certain que j'improviserais un peu, mais ce serait basé sur l'expérience de 50 ans en cuisine. Donc, la carotte, je la vois pas comme toi, tu la verrais, là, puis la pomme de terre, puis le poireau. Toi, tu regardes, tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Tu ferais une soupe, j'imagine. Peut-être même pas. Alors que moi, je pourrais faire un chef-d'œuvre avec 3 ingrédients, là. T'sais? Parce que tout ça, je m'éclaterais, là. Je veux dire, dans la pomme de terre, je vais l'amener... au max de ce que tu peux faire avec la pomme de terre. Ce que je peux faire avec la pomme de terre, c'est ça. Fait que c'est comme... mais c'est basé beaucoup sur une grande expérience en cuisine. Puis c'est quoi que tu dirais qui est mal compris dans la gastronomie, dans la cuisine haut de gamme? Quand tu montes cuisine gastronomique, c'est quoi que les gens, tu penses, qu'ils comprennent pas ou qui jugent mal? Ben, je pense que les gens... premièrement, souvent, ils vont dire, mettons, c'est cher. OK? Ils comprennent pas le prix. Souvent, ils comprennent pas le prix. Mais si tu comprends pas le prix, c'est parce que probablement qu'à la maison, tu cuisines pas beaucoup à la maison. Parce que si tu vas t'acheter une bouteille de vinaigre de Xérès, si tu vas t'acheter une bouteille d'huile d'olive, si tu vas t'acheter un pot de moutarde de Dijon, si tu vas t'acheter
du gingembre frais. Tu comprends-tu? Les produits coûtent extrêmement cher. OK? On le voit quand on va faire l'épicerie aujourd'hui. Hein? Et acheter les vins, les gens ne comprennent pas aussi pourquoi on vend les vins à un certain prix. C'est parce qu'il faut faire des sous. C'est parce que, tu sais, on peut pas... Tu sais, des fois, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup en importation privée, parce qu'en importation privée, tu peux vendre le prix aussi que tu veux de ton vin. Ce que tu peux pas faire avec un vin que tu trouves à SAQ, puis après ça, si tu achètes un vin à SAQ à 20 puis je te le vends 60 au restaurant, tu vas dire, c'est un voleur. Tu sais. Mais en même temps, même en multipliant 3 fois un vin de la SAQ, je ne serais pas un voleur parce qu'il faut payer des taxes, il faut payer des employés, il faut payer des réparations, il faut payer de la vaisselle cassée, il faut payer... Tu sais, on est toujours... Les loyers ou les... Je connais pas de restaurateurs millionnaires tant que ça, là. Tu sais. Ceux qui ont réussi là-dedans et qui ont fait beaucoup de sous parce qu'il y avait aussi des restaurants en volume, tu sais, mais dans un petit restaurant, 35 places, si tu donnes ton vin et tu donnes ta nourriture, ben, tu fermes, c'est pas trop long. Donc, je pense que les gens ne sont pas tout à fait conscients pourquoi on vend certains prix dans nos restaurants. Puis je pense aussi, des fois, les gens ne sont pas tout à fait conscients du travail derrière les plats qu'on va servir. Parce que c'est certain qu'il y a énormément de travail. Tu sais, moi, je connais des restaurants qui sont 3 en cuisine pour faire 100 couverts. Nous, on est 8 pour en faire 35, 50. Donc, tu comprends que c'est pas la même chose. C'est pas le même prix au bout non plus. Mais je pense que les gens voient pas... Les émissions de cuisine comme l'émission Les Chefs ou des trucs comme ça a quand même montré un peu le derrière. Les difficultés, puis l'envers de la médaille un petit peu. Mais ça reste une compétition. Puis même, c'est pas nécessairement une réalité. Là. C'est comme une émission qui est enregistrée sur 10 heures. Là. C'est pas quelque chose en continu. C'est pas une vraie télé-réalité, en fin de compte. T'sais. La vraie réalité d'une cuisine, c'est qu'il y a aussi des pertes. Puis qu'il faut... il faut être capable d'arriver à la fin du mois, payer ses comptes. Ben oui, c'est clair. Fait que je pense que les gens doivent justement prendre conscience de tout le travail qu'il y a derrière. Quand tu vois un plat bien fignolé avec des petits décors puis très bien monté, c'est parce qu'il y a une équipe derrière. Puis si tout est propre dans la salle à manger, si tous les détails, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent derrière tout ça. Et bien sûr, il y a des loyers à payer, bien sûr, il y a des taxes à payer, bien sûr, il y a des employés, il y a des charges, il y a des... Tu sais, quand on fait aujourd'hui là, un restaurant haut de gamme comme moi, là, quand on fait 2-3 % de profit par année, c'est comme énorme. Wow. Je parle net. Oui, bien sûr, mais c'est énorme. Les salaires, tout ça. Oui, mais c'est énorme. Enfin, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup là, par rapport à tout le travail. Et donc, tu dirais que c'est vraiment, en fait... ça reste de la passion au final. Ça reste de la passion au final, mais ce qui est le fun d'être restaurateur, c'est que, premièrement, on peut voyager avec notre entreprise. Hein? C'est avec les points et tout ça. Donc, avec les achats qu'on fait, on peut avoir quand même pas mal de points. Donc, on peut voyager. On peut aussi, à partir de notre restaurant, quand même bien boire et bien manger aussi. Hein? On peut prendre des produits, on prend des trucs dans nos restaurants, on prend quelques produits, sans exagération, des fois, on prend quelques produits dans le restaurant. Donc, nos dépenses de compagnie passent bien quand on va dans un autre pays, puis on va dans un restaurant, donc ça passe très bien dans nos dépenses. Ça, il y a beaucoup d'avantages. Qualité de vie qui est quand même pas mal, ouais. Qualité de vie quand même. Tu sais, quand tu as bien bu, bien mangé, puis bien voyagé, ta voiture est dans la compagnie, paye ton essence à partir de la compagnie. Donc, tu sais, t'as quand même ton cellulaire est dans la compagnie. T'as des avantages, oui, bien sûr. T'as beaucoup d'avantages. Mais si on parle en profit net à la fin de l'année, c'est pas là-dessus... Ouais, si tu veux gagner beaucoup d'argent, il vaut mieux pas aller en restauration. Là. Non, c'est sûr. Je pense qu'un restaurant qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, un restaurant de gamme qui fait 2 millions de chiffre d'affaires, s'il fait 100 000 $ de profit à la fin de l'année, net, c'est énorme. T'es content. C'est bien, si t'as fait 100 000 de profit à la fin de l'année, puis t'as payé... tout le monde, ça roule. T'as payé tout le monde est heureux, puis t'as une belle petite entreprise, puis ton salaire est payé, t'as ton salaire, tous tes avantages que t'as dans ta compagnie. On a toujours très bien vécu à partir de notre restaurant haut de gamme, mais sans... Et ça, je pense, c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire oui, ils chargent super cher, ils doivent faire plein d'argent, ils font ça, et au final, quand tu fais les calculs, tu te rends compte qu'au final...
presque tu gagnerais plus d'argent avec un fast-food ou avec quelque chose un peu plus bas de gamme, quoi. Ben, c'est prouvé. Tu sais, où est-ce que tu en as le plus pour ton argent, c'est dans un restaurant comme le mien. Où tu en as moins pour ton argent, c'est dans un restaurant comme un McDonald's. Tu sais. C'est le McDonald's, tu vas payer peut-être pour la nourriture qu'il y a dans le... Tu sais, mettons, moi, ça coûte 35 sous dans $1 de nourriture. 35 sous, OK? Alors que chez McDo, c'est peut-être... Un sou. 2 sous. Non, mais c'est peut-être 10 sous, 12 sous par dollar. Et donc, c'est pas... c'est vraiment dans la restauration haut de gamme. C'est la restauration qui est la plus coûteuse. Puis il faut s'enlever le mot cher. Parce que quand tu dis cher, c'est parce que quand c'est cher, c'est parce que tu n'en as pas pour ton argent. Tu peux dire c'est dispendieux. C'est une dépense quand même qui était assez... Oui, puis il n'y a pas tout le monde qui peut se le payer, oui, bien sûr. Et quand tu dis cher, ça a une mauvaise connotation parce que tu dis c'était cher. C'est vrai. Et quand c'est cher, je veux dire, c'est cher. Si tu achètes de la qualité, c'est toujours plus coûteux, la qualité. Mais par contre, l'expérience est là. Si tu prends, regarde des entreprises comme nous, on est ouvert depuis 35 ans. Donc, tu vois, ça a permis quand même là, de faire vivre une entreprise, puis tous les cuisiniers, on était une école de cuisine pendant 35 ans. On est encore une école de cuisine où il passe des dizaines de jeunes chefs qui passent par chez nous. Puis après ça, je pense qu'on apporte beaucoup pour la société. Puis on continue de développer le terroir encore, c'est pas terminé. On continue de développer le terroir, puis on continue de rayonner aussi au Québec et à l'international et continuer à donner aussi l'estampe gastronomie québécoise. Ah, c'est important, bien sûr. Ça, c'est vraiment incroyable que maintenant, on soit reconnu mondialement notre cuisine, autant que la cuisine française ou italienne ou japonaise ou comme n'importe quelle cuisine. Et tu as participé à ça activement? Pas mal, oui. Je dirais qu'on a travaillé fort là-dessus, puis on voit les fruits de ça aujourd'hui. Puis ça aurait pu prendre encore 10-15 ans. J'aurais même pu être sur cette planète, puis j'aurais jamais vu ça, alors que là, je suis content de pouvoir en profiter encore. 50 ans de carrière, c'est quand même incroyable. Tu es toujours aussi passionné. Ça se voit quand tu parles, comment tu t'exprimes et la passion que tu as pour la cuisine. C'est quoi les prochains projets? Tu m'as parlé d'un livre, peut-être? C'est quoi qui s'en vient là? Oui, c'est ça. En fait, ça fait plusieurs années que je pensais écrire un livre. Et il y a quelques années, il y a une dame qui a sorti quand même un livre qui s'appelle Steak, bédingue, patate, qui, que je dirais, parle justement des 50 dernières années en cuisine, depuis l'Expo 67. Un peu plus 60, 70 ans quasiment. Depuis l'Expo 67, c'est vraiment là où la cuisine a explosé. Donc, elle raconte un peu l'histoire de la gastronomie. D'ailleurs, elle m'a appelé peut-être 15 fois pour me parler de différentes étapes là, pendant ces années-là. Et après ça, c'est certain qu'elle a effleuré des choses et elle n'est pas vraiment... la dame, c'est pas une chef, là. Elle n'a pas vécu cette période-là dans les cuisines. Donc, je m'étais dit que moi, j'aimerais le faire, tu sais, puis le faire, comment je pourrais dire, expliquer un peu mes 50 années en cuisine, l'évolution de la cuisine, de la gastronomie québécoise, comment ça s'est passé justement, tu sais, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'étoile Michelin, justement. Donc, à travers ma vie aussi, parce que à travers ma famille, à travers mes amis, à travers toutes mes expériences, mes voyages, les anecdotes, justement, ma rencontre avec les chefs, mes amis, tout ça. Donc, je pense qu'il y a moyen. En tout cas, je veux le faire pour me faire plaisir. En premier, je veux le faire pour me faire plaisir. Puis c'est quand même assez long, hein? 50 ans, oui, quand même. Parce que là, je suis rendu à peu près à, je dirais, une centaine de pages. Et je suis rendu à peine, à l'ouverture de mon restaurant. Est-ce que tu as un titre déjà pour le livre? Un titre, non, pas vraiment. C'est drôle parce que... Ouais, peut-être un petit peu. Ah. Non, mais j'ai pas vraiment un titre, mais il y a une chose. Tous les livres que j'ai écrits, parce que j'en ai écrit déjà 6, ce sont des livres de recettes. Et d'ailleurs, il y en aura quelques recettes dans mon livre parce que je voudrais mettre par époque, par sujet ou je sais pas trop, par thème. Je vais mettre une recette quand même pour montrer l'évolution aussi de la gastronomie la québécoise, mais aussi de montrer mes goûts à moi, là. Bien sûr. Comment mes goûts à moi ont évolué, puis qu'est-ce qui me fait encore plaisir aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi de rester comme... C'est le vrai Daniel, pas faire un livre où j'en mets plein la vue en disant « moi, je mange ça ».
Mais tu sais, dans le fond, c'est pas important. Tu sais, je veux dire, moi, qu'est-ce qui me fait triper aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui me faisait triper quand j'étais petit? Puis ma tante qui me faisait tel truc, puis grand-maman qui me faisait l'autre. Puis tu sais, je veux quand même... je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça encore ici au Québec, parce que de toute façon, d'avoir 50 ans en cuisine, ici au Québec, déjà, c'est assez... Limité, ouais. Ouais, c'est assez limité. Puis je vais avoir 65 ans au mois de juin l'année prochaine, en 2026. Donc, je voulais vraiment le faire pour mes 50 ans. Donc le livre va sortir milieu 2026, tu dirais? Ouais, je dirais que... Ouais, je dirais que ça va être pour Noël. OK, Oui. Un livre de Noël. Mais tous mes livres, je les ai sortis à Noël. c'est parfait, sortir un livre en novembre. Ah ouais, c'est parfait pour les ventes. Les cadeaux, bien sûr. Pour les cadeaux, ça, c'est parfait pour ça. Mais c'est aussi que c'est comme un bébé un peu, tu sais. Ça prend comme 9 mois, là, 10 mois. Pour accoucher. Pour accoucher, mais il faut faire aussi les photos. Bien sûr. Il faut standardiser les recettes. OK, il y aura des recettes dedans aussi. Il va y avoir des recettes quand même. Je peux pas faire un livre sans faire de recettes. Tu vois, on a parlé quand même de quelques recettes. Hein? C'est vrai. J'ai essayé de pas trop en mettre, mais bon. Je peux pas... tu vois, ma blonde me dit tout le temps, Dan, là, tu t'en vas en entrevue, machin. Elle a dit, essaye de pas parler de recettes. Parle d'autres choses qu'il y a des recettes. Mais on a parlé d'autres choses. On a parlé d'autres choses, mais je finis toujours par amener ça dans la cuisine à un moment donné, puis c'est un peu normal. Donc, non, je pense que le livre va rassembler tout ça, avec des témoignages aussi de chefs, d'amis. Je pense que ça va être assez complet. J'espère avoir un des premiers livres quand il va sortir, dédicacé, s'il te plaît. Avec plaisir. Dan, merci beaucoup. Honnêtement, c'était vraiment incroyable de t'accueillir ici. C'est un grand plaisir. Tu as pu discuter un petit peu de tout ça. On a refait ton parcours, on a parlé de plein de choses, on a parlé de gastronomie, d'étoiles Michelin. J'espère à tous que ça vous a plu. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, c'est vraiment très bien. Puis ce que j'aime là-dedans, c'est que à travers nos discussions, il y a encore des choses que je place dans ma tête encore. Puis ça va être bon pour mon livre aussi. Tu vois, si j'ai pu aider un petit peu. Parfait. Donc merci à tous et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Maker.